Les premiers documents concernant Varsovie datent du IXe siècle. Comme pour le reste de la Pologne, le passé fut très agité. En dehors des épidémies de peste, il y a eu toutes les guerres avec la Suède, le Brandebourg, puis la Prusse, la Russie tsariste, l'Empire allemand, l'Allemagne hitlérienne, enfin la mainmise de l'URSS. La période probablement la pire fut celle de la Seconde Guerre mondiale, avec les bombardements intensifs de la ville et la ghettoisation des Juifs et leur déportation. Le ghetto a compté jusqu'à 380 000 personnes. 40% de la population s'installe dans seulement 8% de la superficie de Varsovie. Dès l'été 1942, 6 000 à 8 000 Juifs sont déportés chaque jour dans les camps d'extermination. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, la croissance de la ville fut spectaculaire. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, 84% du parc immobilier était détruit. On dit d'ailleurs que c'est la ville phénix pour avoir su renaître de ses cendres. Le passage à l'économie de marché dès les années 90, puis l'entrée du pays dans l'Union européenne en 2004, augmenta encore cette croissance. C'est en 1980 que la ville fut inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Bienvenue à Varsovie, je m'appelle Justina, je suis votre guide de Varsovie, donc nous allons passer aujourd'hui ensemble cette matinée pour découvrir les points cruciaux de la capitale de Pologne. Vous allez voir ce quartier de gratte-ciel, donc ce quartier de gratte-ciel commence ici dans le centre géographique et va vers l'ouest, donc cette partie où se trouve votre hôtel. Et tout a commencé en 1955 avec la construction du Palais de la Culture et de la Science, ce bâtiment tout à fait différent des autres, la tour avec l'horloge, toujours le plus grand, même si sa hauteur totale c'est 231 mètres avec l'antenne de télé. Les communistes ont voulu marquer le centre de la ville par l'architecture typique de cette époque. À l'intérieur, il y a des cinémas, des théâtres, des musées, un centre de culture pour les jeunes. Aujourd'hui, c'est des bureaux, une partie de la mairie. De là, on a la vue panoramique sur Varsovie entière. Le style des immeubles est celui des années 50, austère, simple, monumental, parfois néoclassique, avec des bas-reliefs présentant des ouvriers. C'est le réalisme socialiste. Et bien sûr, c'est à Varsovie, la capitale, qu'on en retrouve le plus. Et maintenant, en passant par la place du Saint-Sauveur, qui aujourd'hui, cette place est devenue le centre de ces jeunes Varsoviens, de ce style qu'on appelle hipster. Et de cette façon, nous arrivons à ce qui était la sortie de la ville. Dans quelques instants, nous, on va faire le tour de la place pour tourner à gauche. Et vous allez voir deux petits pavillons. Dans un se trouve maintenant Sushi Bar. Ces deux pavillons, c'est le pavillon de la douane de Varsovie, donc au XVIIIe siècle. Jusqu'ici, on a construit dans les siècles XVII, XVIII les résidences royales et aristocratiques, sauf un palais. Pour le voir, il faut y aller à 7 km, à peu près une dizaine de kilomètres d'ici, vers le sud, c'est le palais Wilanów. On commence par le petit palais Belvédère. Donc, comme plusieurs palais en Europe, il porte ce nom car il a une belle vue sur le parc. Belvédère était une résidence aristocratique, mais c'était surtout la résidence de deux hommes très importants dans l'histoire de Pologne. Un, vous le connaissez sans doute, Lech Walesa, le premier président élu de la façon démocratique, mais surtout le leader de Solidarność. L'autre, le voilà, un homme très sérieux, c'est la bataille qu'il a vaincue, que nous allons fêter demain, le maréchal Piłsudski. Pour nous, c'est à vrai dire le héros national numéro 1, c'est-à-dire les années 20 du XXe siècle, c'est le moment où la Pologne a déjà repris son indépendance après la Première Guerre mondiale, et lui, sans avoir été ni Premier ministre ni président,
en étant le chef suprême, le commandant suprême de cette armée polonaise qui a lutté pour l'indépendance, a vraiment influencé toute la politique pendant ces 20 ans de l'existence de cette république. Nous sommes ici dans le jardin Frédéric Chopin, où chaque dimanche on donne des concerts en son honneur. Nous voilà à l'entrée à ce qui était cette résidence, mais à l'entrée nous allons voir les deux premiers bâtiments. Ils ne sont pas résidentiels, c'est purement technique. Le bâtiment qu'on a laissé derrière, la petite bâtisse ronde, c'est un château d'eau. Par contre, le bâtiment que vous voyez avec les grandes portes-fenêtres, c'est une orangerie. Donc ces deux bâtiments purement techniques ont déjà un aspect qui doit être digne de la résidence royale. C'est pour cela que l'architecte italien qui a créé les projets voulait que ça s'inspire quand même de l'art italien. On va entrer dans cette partie résidentielle qui se compose de 3 pavillons. La première, c'est la petite Maison Blanche. Donc, à Washington, ils ont la Maison Blanche. Nous, on a la petite Maison Blanche. C'est par contre une petite Maison Blanche tout à fait différente parce que vous allez voir, c'était un endroit assez particulier. Le roi résidait là en attendant la terminaison de la construction de ce palais de ce pavillon appelé le palais sur l'eau. C'est là qu'on va aussi trouver la réponse à la question pourquoi la résidence royale se trouve les Bains. Et alors, pourquoi ici il y a des lampions chinois? À l'époque du roi, et même auparavant et après, tout ce qui venait de Chine ou de l'Orient était très en vogue, c'était très apprécié. Le chinois, c'était le synonyme du luxe. La porcelaine chinoise, la soie chinoise, donc tout ce qui venait de Chine, c'était vraiment luxueux. La petite Maison Blanche, partout, c'est-à-dire de 4 côtés, la façade, elle est la même, des portes-fenêtres partout. Vu que ici, le roi était dans sa résidence privée, donc il pouvait réaliser ici ses passions, et c'était le théâtre, les beaux-arts et les femmes. Et vu qu'il était connu dans l'histoire en tant que l'homme de grand cœur et qu'il ne s'est pas marié jusqu'à la fin de ses jours, on dit très souvent que les 4 côtés avec les portes-fenêtres, ça servait à ce que chaque dame qui était proche à son cœur entre et sorte sans qu'elle voie les autres. De cette façon, chacune pouvait se croire la seule. Le pavillon s'appelle Trou Madame. Et alors, je savais qu'en français, dès qu'il y a 2 substantifs, il doit y avoir une préposition. Donc je me demandais c'est quoi la préposition qui montrait entre Trou et Madame. Et c'est seulement après des années que j'ai découvert que c'était une salle de jeu. Et Trou Madame n'était qu'une sorte de billard. Mais effectivement, je dois vous dire que c'était assez inquiétant de voir un café surtout qui s'appelait Trou Madame. Regardez derrière vous, on peut voir un amphithéâtre. Alors la partie du public, c'est le côté gauche. Par contre, sur l'îlot, donc séparé complètement, on peut voir les colonnes derrière les arbres. C'est effectivement la scène. Donc le public et la scène étaient séparés. Certains disaient que c'était à cause de la qualité des acteurs qui donnaient leur spectacle là. Donc pour les protéger de la réaction trop vive du public. Le pavillon sur l'eau de style baroque était en sorte un spa privé. C'est là que le roi organisait les dîners du jeudi, session officieuse de son gouvernement. Le bâtiment subit divers agrandissements et décorations, bas-reliefs, statues d'empereurs, colonnes romaines, le tout sonnant comme une ode à sa grandeur. Et ici, mesdames et messieurs, la dernière partie authentique de la voie royale, comme la partie avec le parc Wajenki, les alentours, donc les ambassades, bien sûr endommagées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais pas détruites. Donc c'est la dernière occasion de s'imaginer de quoi avait l'air Varsovie avant la Seconde Guerre mondiale, parce que déjà la place des 3 croix vers laquelle nous allons, c'est encore une fois ce contraste de ce qui est moderne, de ce qui est reconstruit et de ce qui était moderne à chaque époque. Donc à droite, l'hôtel Sheraton, les années 2000, juste à côté de lui, un bâtiment en toit rouge,
c'est un bâtiment du 19e siècle, l'Institut des Sourds-Muets. Au milieu de la place de Saint-Alexandre, c'est une reconstruction d'une église du 19e siècle. Et à gauche, un des ministères de l'époque des années 50, l'inconfondible, le réalisme socialiste. Et il y a tout un quartier ministériel qui commence ici à gauche, et à 5 ou 6 bâtiments qui étaient le bâtiment ministériel et sont toujours, mais qui datent des années 50. Et entre ces bâtiments de la fin du 19e siècle, dans les années 50, le régime communiste a voulu aussi créer ce bâtiment qui était le réel centre du pouvoir, à savoir le comité central du Parti communiste. Donc si l'on regarde maintenant à droite, ce bâtiment gris avec des drapeaux de Pologne, aujourd'hui c'est un centre financier et aussi il y a ici un salon de Ferrari, Villeroy et Bosch, donc vous voyez une certaine classe qui règne aujourd'hui ici, et c'est pas la classe ouvrière, parce que c'est en 89 que le Parti communiste a laissé ce bâtiment, c'est alors la bourse qui s'est installée ici. À l'âge de 20 ans, le général de Gaulle a fonctionné à l'Académie militaire de Varsovie comme instructeur. On retrouve sa statue à côté du Musée national de Varsovie. Il semble se diriger vers le palmier au centre du rond-point. On va voir un buste de Napoléon en face de nous, parce que la place porte le nom de Napoléon avant la Seconde Guerre mondiale. Certains d'entre ces habitants d'origine juive étaient des juifs religieux, et c'est le quartier de ces juifs religieux qui a été transformé en ghetto de Varsovie. Donc nous allons juste passer par cet endroit où se trouvait le ghetto de Varsovie. Rien n'en reste, c'est un quartier tout à fait moderne. Les d'origine juive ont dû venir habiter en 1940, c'est-à-dire quand ce quartier est devenu un quartier clos. On n'a jamais vraiment utilisé à l'époque le mot le ghetto, on parlait du quartier résidentiel juif, et c'est presque un demi-million de personnes qui, la seule chose qu'ils avaient en commun, c'est avoir des ancêtres, donc un grand-père, une grand-mère, surtout de l'origine juive. Ils se sont retrouvés ici. C'était un groupe très hétérogène, mais tous sont partis, ou la grande majorité, parce qu'on parle de 300 000 personnes à peu près, qui sont partis en 1942 par ces transports qui étaient de déportation, comme disait la propagande nazie, et qui étaient les transports vers Treblinka, le camp d'extermination le plus proche. Et ici. Voici le monument aux héros du ghetto qui se sont révoltés en 1943 et n'ont pas voulu monter dans les trains qui les amenaient aux chambres à gaz. Il y a aussi le musée de l'histoire des Juifs polonais. Et nous voilà sur la place théâtrale. Le côté gauche, donc le bâtiment avec les colonnes, c'est le Grand Théâtre, l'Opéra, le Ballet et le Théâtre nationaux. Nous sommes maintenant sur la place du maréchal Pilsudski, vers le monument du soldat inconnu où la relève de la garde à 11 heures. Ce palais, alors d'abord, au XVIIIe siècle, c'était une résidence royale. C'était des rois qui venaient de Dresde, le roi de Saxe qui habitait ici. Alors la place, le palais et le jardin portaient le nom de Saxe. Au XIXe siècle, c'est ici que se trouvait le lycée de Varsovie, où le père de Chopin, de Frédéric, travaillait en tant que professeur de français. Nous pouvons aussi découvrir la musique, parce que chaque petit banc musical présente un autre morceau de musique, de la musique de Chopin. Nous allons maintenant parcourir la voie royale, la promenade la plus célèbre et la plus prestigieuse de la capitale.
autrefois route de transfert entre la résidence principale et la résidence d'été des rois de Pologne, aujourd'hui axe touristique. Elle mesure environ 10 km. Comme je disais, c'est deux palais qui sont restés non seulement après ces modifications de la voie royale au 19e, 20e siècle, mais aussi c'est les deux bâtiments qui sont restés en assez bon état après la lutte, les combats de l'insurrection de Varsovie. Et si vous vous rappelez, la statue équestre que je vous avais promis, donc un des neveux du roi, le maréchal de France de l'époque de Napoléon. Regardez attentivement, il n'est ni en uniforme polonais, ni en uniforme français. Après la chute de Napoléon, les Russes ont donné cette condition, en revenant à Varsovie, qu'il peut avoir son monument s'il n'est pas présenté ni en l'un ni en l'autre. Donc la solution qu'on a trouvée, c'est de le présenter en sénateur romain. Cette voie est fermée à la circulation à la veille du 15 août, jour des forces armées, commémorant la bataille de Varsovie en 1920. L'église des Carmélites a été miraculeusement épargnée lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Le monument d'Adam Mickiewicz, originaire de l'actuelle Biélorussie, l'un des plus grands poètes romantiques européens. Il est fondamentalement anti-russe, prônant une Pologne indépendante et libre. Monsieur, tout le monde connaît Madame Curie. Mais Madame Curie, avant d'être Madame, c'était une jeune fille. Et la jeune fille, elle s'appelait Marie Skłodowska. Marie Skłodowska est née dans une famille hors du normal, dans le sens où on parle du 19e siècle. Son père traitait son fils et les filles de la même façon. C'est-à-dire, tout le monde avait l'accès aux sciences. Elle est venue ici au cours clandestin. Elle a écrit une lettre à une amie en disant: en faisant des expériments, j'ai découvert que c'est vraiment passionnant. C'est pas la même chose de lire sur les sciences que de le faire, de l'expérimenter. Et c'est grâce à cette découverte de la jeune fille qu'après elle est partie pour la France. Pourquoi? Les femmes n'avaient pas d'accès dans les universités russes. Et quand Marie Skłodowska est née à Varsovie, parce que sa maison natale se trouve de l'autre côté de la vieille ville, les femmes n'avaient pas d'accès, surtout les Polonaises, à l'université russe. La place du château a grossièrement une forme triangulaire. C'est de là que ce puissant complexe domine la vieille ville. Le bâtiment a vu défiler les ducs de Mazovie, les rois de Pologne, des députés de la Diète, un président de république indépendante, un pouvoir communiste. Après les guerres contre la Suède au XVIIe et XVIIIe siècle, les dommages aux édifices furent considérables. Ces maisons furent reconstruites en style baroque. La fin de notre visite à Varsovie sera pour la place du marché, Rynek en polonais, qui n'a ni la prestance et la splendeur de celle de Poznań ou Wrocław, ni la taille de celle de Cracovie. À l'époque de la construction de ces places, Cracovie était considérablement plus grande et le siège du pouvoir royal. Ici, de bout en bout, ce centre-ville ne fait que 500 mètres. Ce quartier, qui date du XIIIe siècle, fut totalement détruit en 1944. On a cependant un bel alignement de maisons bourgeoises reconnues depuis 1981 au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est là aussi que se retrouve une petite partie des 2,3 millions de touristes qui visitent la capitale de la Pologne chaque année. La ville a su également attirer des architectes de haut vol qui ont édifié de nombreux gratte-ciel tels Daniel Libeskind et Helmut Jahn.